Dans le cadre de cette réflexion, je me suis, pour ma part, intéressée à l'historicité du conflit entre deux ordres de la valeur littéraire, la valeur éthique et la valeur esthétique. Ça revient en fait à décaler la question du rapport entre valorisation interne de la littérature, du côté de l'écrivain et du texte, et valorisation externe par le lecteur, par la réception, et à poser la question d'une autonomie ou d'une hétéronomie du littéraire. Donc, je pense qu'on peut situer cette question de l'opposition entre valeur éthique et valeur esthétique, ou autonomie, hétéronomie et autonomie de la littérature. On peut la situer du côté de la réception, du côté du lecteur. Et à l'intérieur de ce jugement sur la littérature fait par le lecteur, on distingue ces deux pôles. L'article consiste en fait en une étude historique du rapport entre ces deux types de jugements critiques, un jugement intéressé, le jugement éthique, et un jugement désintéressé, le jugement esthétique, selon la terminologie kantienne. On pourrait dire aussi un jugement moral, un jugement de goût, ou éthique et esthétique, qui sont des termes issus de la sociologie de la lecture. Mon approche est donc historique, et elle est centrée sur le devenir de la question au XXe siècle, puisque le XIXe siècle, on le sait, est le grand moment de l'idée d'autonomie du littéraire, par l'émergence d'une revendication radicale, qui est auparavant impensable. Et donc, grâce au romantisme puis au réalisme, on avance vers une idée d'autonomie de la littérature qui culmine dans la théorie de l'art pour l'art, chez Gautier, mais surtout, dit Bourdieu, chez ceux qui représentent le formalisme réaliste, Baudelaire et Flaubert, qui vont encore au-delà de ce que prenait Gautier en débarrassant la question des appréciations, en débarrassant la question de ce que disait Gautier. Je vais reprendre la citation de Mademoiselle Maupin, en allant plus loin même que tout ce qui est utile est laid. L'objectif était de faire une histoire du rapport entre les deux valeurs à travers les tentatives faites pour les séparer radicalement, les rendre indépendantes, qui sont toutes minées. On le voit dès la fin du XIXe siècle. Cette autonomie est très rapidement limitée par un retour à une moralisation de la littérature dans cette période de l'ordre moral où Gisèle Sapiro, qui est l'auteur de La responsabilité littéraire, un livre qui est sorti l'an dernier sur les rapports entre la morale et la littérature, dans ce qu'elle appelle une nationalisation de la morale à la fin du XIXe siècle, dont on ne peut pas sortir au XXe siècle à cause des deux guerres mondiales. Donc cette autonomie est très rapidement limitée au XIXe siècle même, et au XXe siècle, elle est également minée, d'une part par la soumission implicite du côté de la critique conservatrice de la valeur esthétique à la valeur éthique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la valeur éthique et la valeur esthétique de manière indépendante. On le voit dans ce qu'on a appelé, dans les années 40, la querelle des mauvais maîtres, à partir de l'ouvrage de Jean Carrère, qui a été publié en 1900, dans les années 20, et qui faisait la liste des auteurs qu'on ne pourrait pas lire parce qu'ils sont éthiquement condamnables, même si esthétiquement, ils restent valorisés. Jean Carrère, qui est donc écrivain et journaliste, entreprend dans cet ouvrage de déterminer quels sont, parmi les grands écrivains et les poètes du siècle dernier, donc le XIXe siècle, ceux auxquels il faut attribuer l'état de trouble intellectuel dans lequel se trouve la nation. Et il cite Rousseau, Chateaubriand, Balzac, Stendhal, Sand, Musset, Baudelaire, Flaubert, Verlaine et Zola. Carrère leur reproche d'avoir corrompu l'esprit français en étant des propagateurs de faiblesse, d'égoïsme, de lâcheté et de cupidité, par opposition à ceux qui seraient de bons maîtres, qui sont selon lui Homère, Virgile, Dante, Shakespeare, Rabelais et Frédéric Mistral. Il dit qu'on reconnaît les mauvais maîtres au fait qu'ils créent un inconfort chez le lecteur, alors que les bons maîtres sont reconnaissables à ce trait qu'ils sont réconfortants. Cependant, Carrère continue à lire ceux qu'il appelle les mauvais maîtres
et il continue à les valoriser sur le plan esthétique. Mais valeurs esthétiques et valeurs éthiques ne sont pas pour lui séparables. À cause des 2 guerres mondiales, on retourne à une soumission de la valeur esthétique à la valeur éthique, puisqu'il ne faut pas démoraliser les troupes. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la critique progressiste, la critique plutôt de gauche, qui reprend à son compte la valorisation éthique de la littérature à travers l'idée d'engagement. On voit donc que même au XXe siècle, l'indépendance des valeurs esthétiques et valeurs éthiques est toujours compromise, même dans les tentatives d'une conception libérale de la littérature, dans les tentatives de définir un engagement qui ne serait pas partisan, on voit souvent des limites apparaître. Je reviens un peu en arrière dans le temps, pour le désordre chronologique, pour citer la lettre de Jacques Rivière à la NRF après la Première Guerre mondiale, où il demande aux écrivains de se désengager. Il prône un désengagement de la littérature. Et cette lettre, elle est intéressante parce que, en demandant aux écrivains de se désengager, il refuse en même temps, ou il prétend refuser, ce qu'il appelle une tour d'ivoire. Je tiens maintenant à nous désolidariser formellement de tous ceux qui considèrent que la guerre étant finie, il n'y a qu'à plus penser, et qui croient qu'on peut limiter de nouveau le champ de ses préoccupations à la seule esthétique. Non seulement un tel désintéressement nous indigne, mais encore il nous est impraticable, pas de tour d'ivoire. Donc à la fois, il faut se désengager, ne plus être partisan, et en même temps ne pas rester dans une tour d'ivoire littéraire qui impliquerait une séparation entre la littérature et la vie. Dans l'histoire du rapport donc, entre ces 2 notions éthiques et esthétiques, ces 2 ordres de jugement, on voit un rééquilibrage se faire après la Deuxième Guerre mondiale. Après une forte dépendance de la valeur esthétique par rapport à la valeur éthique, on passe à l'idée d'une possible compensation l'une par l'autre, une sorte de transaction entre l'éthique et l'esthétique, et c'est ce qui me semble apparaître dans une enquête qui est publiée dans le journal Action en 1946 et qui s'intitule « Faut-il brûler Kafka ?» Les rédacteurs du journal ouvrent la question de savoir si la valeur éthique de la littérature peut être compensée par sa valeur esthétique. Donc là, on voit un rééquilibrage se faire entre les 2 notions, qui n'est toujours pas une indépendance des 2. On voit encore cette tentative de rééquilibrage dans une enquête de 1957 dans les Nouvelles littéraires, qui s'intitule « Pour ou contre Baudelaire » et qui pose à peu près la même question, de savoir si ce qu'on appelle à l'époque, sans doute à tort, le satanisme de Baudelaire, pourrait être compensé par la beauté de ses vers. Et cependant, ces tentatives de rééquilibrage n'aboutissent pas à l'idée d'une autonomie de la littérature par rapport à la morale. Au contraire, on en arrive à une reconfiguration de leur rapport, mais à un lien très fort. On pourrait, pour prendre un autre repère dans l'histoire récente, rappeler ce qu'écrit Henri Godard au moment où la commémoration de Céline a été annulée en 2011, puisque l'idée de commémoration nationale repose sur une célébration des valeurs éthiques et des valeurs esthétiques de l'œuvre. Godard rappelle à ce moment-là qu'on ne peut pas apprécier Céline romancier et ne pas se souvenir de ses pamphlets antisémites, et qu'on doit toujours tenir les 2 ensemble, qu'il est impossible de séparer la valeur éthique et la valeur esthétique de l'œuvre, que ça n'est pas raisonnable. Donc c'est un parcours forcément trop rapide et un peu lourd de références que j'ai coupées parce qu'on plonge trop vite dans des problèmes à chaque fois très complexes, qui montrent que la tentative de rééquilibrage au XXe siècle entre valeurs esthétiques et valeurs éthiques n'aboutit pas à une indépendance de l'un et de l'autre, et que cette autonomie qui avait été demandée au XIXe siècle, qui avait été tentée, eh bien on y renonce finalement, même quand on essaie de trouver des compromis entre les 2. Plutôt qu'une indépendance, il faut voir donc un rééquilibrage entre la valeur esthétique et la valeur éthique, au profit sans doute de la valeur esthétique, qui prend quand même du poids, puisqu'elle pourrait éventuellement
compenser la valeur éthique, mais non pas dans la perspective d'une véritable autonomie.